Bonjour et bienvenue au 46e épisode du balado Cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam! Salut Catherine! Donc aujourd'hui, on s'était dit qu'on allait faire un petit balado un peu plus actualité parce qu'il s'est passé l'équivalent de 10 ans de nouvelles dans les 2 dernières semaines en fait. Et on va essayer de pas trop aller dans le politique, mais c'est difficile d'ignorer ce qui se passe quand même aux États-Unis en ce moment, surtout au niveau de la cybersécurité. On va en parler plus tard dans l'épisode. Par contre, tu voulais commencer par nous parler d'un rapport que tu as vu passer sur des spoofers francophones. Ben, je trouve ça intéressant justement parce que c'est pas si souvent qu'on a de l'actualité francophone, ou en tout cas de la francophonie. Fait que c'était quand même le fun de voir un rapport c'est une entreprise qui s'appelle Intrinsèque. C'est une entreprise de cyber-threat intelligence parce que c'est français, fait que ils utilisent des anglicismes. Donc, puis ils ont déjà fait d'autres rapports sur différents, enjeux entourant la fraude en ligne. Puis comme c'est un sujet qui nous passionne tout spécialement, j'ai lu ça avec grand intérêt. Puis c'est vraiment bien expliqué. Fait qu'en gros, les spoofers, quand vous recevez, par exemple, des appels téléphoniques de fraudeurs, souvent sur l'afficheur, ça se peut que ce soit écrit Banque nationale ou Caisse des Jardins ou qu'il y a un numéro de téléphone local. Mais le méchant qui vous appelle, ben, il n'est pas vraiment à la Banque nationale, à Desjardins, ou dans le 418 ou le 514, etc. Donc, ils utilisent des systèmes, on appelle ça du spoofing, donc c'est de faire semblant là, d'être un autre numéro de téléphone ou essayer de déjouer les afficheurs. Puis en gros, ce que ce rapport-là explique, puis il rentre quand même dans beaucoup de détails, c'est que comme il y a beaucoup de fraudeurs qui n'ont pas les capacités techniques pour faire ça, ben il y a des entreprises là, qui se sont spécialisées, puis donc qui offrent ce système-là. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est d'offrir l'infrastructure informatique pour pouvoir justement falsifier là, Fait que là, toi, tu vas rentrer, tu vas juste dire, j'ai le numéro de téléphone, par exemple, à la Banque nationale, ou j'ai le numéro de téléphone de Assurance Bel Air ou whatever. Puis à ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer ça dans ton logiciel et c'est ça qui va apparaître là, quand tu vas appeler les personnes. Est-ce que c'est l'équivalent un peu d'un genre de... On parle beaucoup de ransomware as a service, mais de spoofing as a service, dans le fond? Exactement. C'est vraiment le même genre de truc. Puis, comme dans le ransomware as a service, il y a aussi beaucoup de drama intergroupe, ce qui est quand même toujours très drôle à voir. Comme justement, dans ce rapport-là, il parle d'un fournisseur de services, on peut dire, qui s'est mis comme à critiquer les autres en disant « Ah, eux autres sont pas vraiment bons, puis moi, c'est vraiment meilleur. » Puis finalement, l'autre l'a doxé, puis a dit « Ben regarde, voici ça. Voici où il habite. » Je sais pas trop quoi. Donc, c'est ça. Fait que c'est toujours amusant de voir quand des mauvaises choses arrivent à des mauvaises personnes. Donc, mais c'est ça, il y a quand même, ce que j'ai appris là-dedans, c'est toute la spécialisation qu'il y a dans ces réseaux-là. Puis j'ai appris un nouveau mot. Est-ce que tu sais c'est quoi une alloteuse ou un alloteur? Non, j'ai envie de déduire qu'est-ce que ça veut potentiellement dire, mais comme absolument pas, non? Ben, c'est quelqu'un qui dit allô. Donc, c'est quelqu'un qui appelle. J'aurais jamais deviné. Donc, l'alloteur ou l'alloteuse, c'est quelqu'un parce que, c'est ça, la fraude, la façon qu'elle fonctionne habituellement, c'est ces gens-là vont trouver les informations. Soit ils vont les acheter, soit ils vont avoir des campagnes de phishing, etc., pour avoir tes informations bancaires. Ils vont, à ce moment-là, soit, par exemple, inscrire ta carte de crédit sur un Apple Pay. Puis quand tu as un Apple Pay, ben là, tu reçois un code là, d'un certain chiffre là, que tu es supposé rentrer dans ton téléphone pour dire oui, c'est bien ma carte. Ben là, l'alloteur ou l'alloteuse va t'appeler, puis va se faire passer soit pour quelqu'un de la sécurité à ta banque ou pour le service antifraude, etc. Puis eux, c'est des gens qui sont justement spécialisés pour essayer de te convaincre de leur donner le code de sécurité. Fait que là, ils vont dire, oui, on vous envoie un code de sécurité pour vérifier votre identité. Pouvez-vous me le donner? Ah oui, c'est le 164, 164. Boum, tu viens de te faire cloner ta carte de crédit sur l'Apple Pay de quelqu'un. Ou tu viens d'autoriser un transfert vers ta banque, de ta banque vers quelqu'un d'autre. Fait que c'est, en tout cas, et donc, il y a comme plusieurs maillons à cette chaîne-là, puis ce rapport-là l'explique bien, mais avec beaucoup plus de détails sur le spoofing. Okay. Puis, on y voit aussi que
sais, parce qu'il y a quand même des usages légitimes au spoofing. C'est pour ça que ça existe, là. Parce que c'est principalement, tu sais, c'est la téléphonie IP qui permet ça. Fait que c'est la téléphonie par Internet. Fait que ces gens-là, ils ont un logiciel. Puis quand tu appelles, tu peux éditer l'information. Fait que, tu sais, le petit appel de, ben, il se change. Mais ça, par exemple, si tu es dans un bureau, justement, là, tu travailles à Banque nationale, puis tu veux que ça dise Banque nationale, mais tu sais que tu as 800 employés dans un bureau, ben, c'est normal que tu puisses changer l'information pour qu'il y ait juste comme un numéro à la sortie. C'est comme c'est sur l'afficheur de la personne, ça va peut-être être le numéro du service à la clientèle qui va afficher et pas le numéro de poste de chaque employé individuellement, par exemple. OK. Il y a des usages légitimes. Ah là, tu as un nouveau mot du jour. Je suis quand même encore un peu... Fait que c'est un travail d'équipe, dans le fond. Ou est-ce qu'il y a définitivement plusieurs entreprises? Ben, on voit ça, tu sais, c'est de ce que je comprends, on voit ça aussi, tu sais, dans l'écosystème du ransomware. Tu as les access brokers, tu sais, ceux qui vont aller chercher les mots de passe pour pouvoir avoir accès au compte. Tu as des personnes qui offrent la plateforme de rançongiciel, tu as le rançonneur, tu sais, tu as l'affilié. Fait que, tu sais, là aussi, tu as plusieurs personnes là, dans la chaîne. Mm-hmm. Puis il semblerait que dans ces fraudes par téléphone, de fraude de fraude du banquier ou du faux banquier, ou je sais pas trop quoi, tu as le même genre de spécialisation, disons. Right. Fait que les conclusions de sécurité là-dessus, c'est de pas se fier au numéro qui apparaît sur votre afficheur, ça veut rien dire. Puis c'est cosmétique dans le fond, quasiment. Puis de 2, de jamais donner vos codes de vérification à personne au téléphone, c'est pas dans les protocoles de le faire. Donc non, tout à fait. Puis aussi, au moindre doute, ou même si vous n'avez pas de doute, vous pouvez dire à la personne, est-ce que je peux vous rappeler? Puis vous rappelez à la banque, puis dire, je veux parler à Jean-Claude, à qui je viens de parler. Puis c'est sûr que le fraudeur, lui, pourra pas avoir, tu sais, vous pourrez, c'est ça, il va... Son rappel au numéro, effectivement. Oui. Le deuxième sujet, je me souviens, on en avait parlé un peu parce que j'étais tombée sur une nouvelle on a souvent parlé, en fait, du big butchering, qui n'est pas un terme qu'on aime beaucoup pour décrire cette fraude-là, mais il n'y en a pas d'autres en ce moment. Puis ça impliquait justement une star, en fait, d'un C-drummer, dans le fond, un acteur qui provient de Chine, qui avait été invité à se joindre à une audition qui avait lieu dans un autre pays, en Thaïlande, en fait. Puis finalement, à destination, il s'est fait kidnapper. Puis il s'est retrouvé dans un genre de centre d'appel qui fait du trafic humain, là, etc. Puis la raison pour laquelle on a fini par savoir cette histoire-là, en fait, c'est quand c'est arrivé, sa copine s'est doutée que tout d'un coup, elle a plus de nouvelles de son amoureux. Il est parti en voyage, puis il revient plus. Puis là, elle a réussi, en fait, à faire activer assez les choses. J'imagine que le fait que ce soit quelqu'un qui était quand même connu aide un peu à ce que les autorités agissent. Puis finalement, la personne a été retrouvée. Puis c'était quand même assez choquant. La personne a été retrouvée, il avait été forcé à raser sa tête, il avait été entraîné sur comment faire des scams téléphoniques, puis il s'était retrouvé forcé à travailler dans un centre d'appel, en fait, dont l'objectif, c'était de faire des fraudes. Puis on savait qu'on en avait parlé un peu du pick butchering, que souvent, justement, les gens au bout du fil, c'est pas des gens qui sont comme « ha ha ha, je m'amuse à frauder des gens ». C'est des gens qui sont forcés à faire ça. Puis là, toi, tu nous parles justement d'une situation où est-ce que là, il semblerait qu'il y a des actions concrètes qui sont peut-être à être mises en place par le gouvernement pour justement mettre frein à tout ça, du moins essayer d'aider. Ça, dans les show notes, on mettra le lien vers l'article du Bangkok Post qui parle d'une visite des autorités chinoises en Thaïlande pour justement essayer de travailler sur un plan d'action commun pour contrer ces fraudes-là. Les fraudeurs, souvent, sont pas nécessairement en Thaïlande. Là, c'est comme parce que le pays voisin, c'est le Myanmar ou anciennement la Birmanie. Puis c'est surtout dans une région frontalière avec la Thaïlande en Birmanie que sont situés, c'est des anciens casinos qui ont été comme un peu reconvertis en centre d'appel esclavagiste. Là, je sais pas trop comment qu'on appelle ça, là. Mais c'est rendu un vrai problème en Thaïlande parce que ces gens-là fraudent aussi beaucoup la population locale. C'est des fraudes sur la population en Chine, sur la population thaïlandaise. Puis il y a beaucoup de kidnapping, puis de gens qui se font, par exemple, promettre une job en Europe ou ailleurs, puis qui finalement se retrouvent là emprisonnés dans ces endroits-là. Donc, c'est ça. Fait qu'ils ont commencé à travailler ça. Puis moi, l'information qui m'a vraiment
jeté à terre, c'est que les autorités parlaient de 36 groupes et ils parlaient d'à peu près 100 000 personnes dans ces centres d'appel-là. Là. 100 000 C'est personnes, bon. c'est fou raide. C'est ça, comme je dis, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que on dirait qu'on voit pas l'ampleur de ce problème-là. C'est dur même à imaginer qu'il y aurait autant de personnes emprisonnées ou en tout cas obligées à faire ce genre de fraude-là. Ça me fait penser aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas rajouté dans les show notes, mais le World Economic Forum a publié mon rapport préféré annuel, dont un, entre autres, sur... À chaque année, je suis comme, le World Economic... Mais il y a un rapport qui est sur le Global Outcome de cybersécurité spécifiquement. Puis Okay. il mentionne justement dans une section que le cybercrime est rendu tellement alléchant, en fait, qu'il y a une tendance qui est en train de s'observer où est-ce qu'il y a des groupes de cybercriminels qui sont traditionnellement violents, donc qui opèrent plus comme in real life, là, dans la violence physique, qui commencent à s'intéresser activement aux crimes en ligne, puis que ça semble être une des forces, en fait, qui anime justement tout ce qui touche au trafic humain, puis l'opérationnalisation un peu cruelle autour de la gestion des fraudes, que ça semble être animé par justement cet intérêt-là par le crime organisé traditionnel, si on veut, qui part ça un peu, puis que justement, il y a une observation là, de cette augmentation-là du coût social, si on veut, puis humain là, autour des différentes fraudes en ligne. Bref, parenthèse. OK. Je suis juste contente d'avoir pu plugger mon rapport préféré. Ben, je suis quand même surpris qu'on n'ait pas annulé tous nos autres sujets pour juste parler de ça, là, parce que normalement, c'est ça qui arrive, là, mais... Parce que j'ai pas fini de le lire. C'est ça, dans 2 semaines. En tout cas... on s'en reparle, on s'en reparle. Spoiler alert! je sais de quoi qu'on parle dans 2 semaines. Mais il y a le temps de se passer tellement de choses d'ici là, dont l'apocalypse au complet. Toujours optimiste. Sinon, tu nous parlais qu'il y avait la notion aussi que c'est une nouvelle qui était reliée là, par rapport à la Thaïlande qui voudrait faire payer des intermédiaires. Est-ce que c'est dans l'optique de limiter l'impact de tout ça? C'est dans je pense que c'est vraiment une volonté de faire que les gens se responsabilisent, que les entreprises se responsabilisent, parce que, on l'a vu, ces réseaux de fraude-là peuvent pas exister sans des entreprises légales ou en tout cas dans les zones grises. On a déjà parlé, par exemple, du marketing d'affiliation, tu sais, que une journée, c'est pour vendre des souliers, puis l'autre, c'est pour vendre ton numéro de téléphone au crime organisé. Donc, il y a aussi, par exemple, toute l'industrie de la pub. Donc, tu sais, toutes les pubs sur Facebook, sur Instagram, sur même Google. Donc, ce que la Thaïlande propose, c'est un projet de loi pour justement faire payer ces entreprises-là. Que si tu n'as pas pris les mesures adéquates pour faire enlever ces pubs-là, s'il y a des gens qui se font avoir, ben, tu es responsable financièrement pour leur perte. Puis, honnêtement, je pense qu'on devrait peut-être s'inspirer de ça au Canada. Je pense que ce serait une excellente idée. Puis je pense qu'on devrait dire, ben, OK, tu t'es fait frauder, tu as cliqué sur une pub sur Facebook, ben, Facebook est responsable. Puis il y avait juste à faire attention. Écoute, là, si moi je suis capable de faire une recherche pour les trouver, Zuckerberg est capable. Là. Je m'excuse, là, mais... J'admire la passion et l'animation que tu as fait par rapport à ce segment-là. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Ça semble une très bonne idée, justement, de responsabiliser les entreprises qui font rien là-dessus, là, d'ailleurs. Juste pour dire, il y avait aussi une autre ligne qui m'avait un peu jeté à terre. Eux, c'était en une année, donc entre octobre 2023 puis novembre 2024. Fait ils parlaient de 400 000 cas de crimes en ligne en Thaïlande, là. Fait que ça, c'est juste en Thaïlande. Puis que ça avait causé des pertes de 1,8 milliard en dollars canadiens. C'est comme 42,6 milliards de bahts, mais selon le taux de change de hier, ça donne à peu près 1,8 milliard de dollars canadiens. Là. C'est énorme. Puis tous ces chiffres-là sur la fraude, c'est toujours la pointe de l'iceberg. D'habitude, là, c'est comme ce qu'on sait. Ouais. Il y a probablement beaucoup plus qu'on ne sait pas, en fait, derrière tout ça. Ouais. OK. À suivre donc là-dessus. Puis définitivement, probablement une idée intéressante de justement pénaliser juste les organisations légitimes qui contribuent par leur manque d'effort, en fait, carrément, par leur manque de volonté à rendre ces fraudes-là aussi rentables. Ouais. All right.
C'est difficile de faire un podcast sur la cybersécurité sans nécessairement parler de ce qui se passe dans les dernières semaines aux États-Unis. Entre autres, là, une des choses qui est très spécifique à la cybersécurité, c'est justement là, les changements que Trump va apporter au Cybersecurity Review Board. Peux-tu nous expliquer un peu, là, qu'est-ce que c'est, ce CSRB-là? Donc, c'est ça. Le CSRB a été créé en 2022. Ça a été créé par l'administration de Joe Biden. C'est un genre de comité aviseur qui relève du département du Homeland Security, fait que l'espèce de département de sécurité intérieure là, aux États-Unis. Puis en gros, c'est des acteurs gouvernementaux et aussi de l'industrie privée en cybersécurité. Puis quand on lit les noms, là, si on suit un peu l'actualité en cybersécurité, c'est tous des noms qu'on a déjà vus. C'est des gens quand même, des sommités du milieu. Puis en gros, leur mandat, c'est c'est comme un peu des coronaires de la cybersécurité. C'est comme quand il y a un cas particulièrement intéressant ou avec un gros impact, ben à ce moment-là, on va leur demander, pouvez-vous étudier la question, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite émettre un rapport avec des recommandations. Fait que c'est vraiment un peu comme ce qu'un coroner peut faire là, quand il y a une mort accidentelle ou etc. Leur premier rapport était sur la vulnérabilité dans Log4j. Log4j, c'était une bibliothèque de code. Donc, une bibliothèque de code, c'est du code que que les programmeurs vont réutiliser dans d'autres programmes. Puis le problème avec ça, c'est que c'était ultra populaire. C'était utilisé par des centaines et des milliers de projets. Puis souvent, ils sont utilisés dans un projet qui est utilisé, lui, dans un autre projet, qui est utilisé dans un autre projet. Fait que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient cette vulnérabilité dans leur système, mais qui ne le savaient pas parce qu'ils ne savaient pas trop à quel point ils étaient affectés par ça. Puis, ça a été quand même appelé comme une des brèches les plus importantes de l'histoire. Là. C'était comme un peu catastrophique. Là. Donc, c'est ça. Fait que leur première enquête était là-dessus. Ensuite, ils en ont fait une, ils ont changé un peu, c'était le groupe Lapsus, je sais pas si tu te rappelles. Je pense qu'on a fait un épisode sur eux autres. Oui. Oui, on avait fait un épisode sur le possible. 4G aussi, il me semble de mémoire, qu'on avait un peu expliqué. Puis Ça. on a Lapsus, fait un épisode aussi sur Lapsus, définitivement. Oui, Lapsus, c'était eux autres, ils étaient beaucoup dans le SIM swapping, fait que d'appeler, de faire de l'ingénierie sociale, d'appeler les compagnies de téléphone, convaincre l'employé de transférer le numéro de téléphone sur un téléphone que eux contrôlaient pour ensuite comme réinitialiser les mots de passe, etc. Ils étaient derrière comme quand même des grosses fuites de données, puis ils demandaient des rançons pour ça. De mémoire, c'est comme un groupe d'ados en Angleterre là, qui c'était en plus c'est ça, c'était une gang de jeunes là, qui étaient derrière ça. Donc ça, puis je sais pas si tu as vu, ensuite ils ont fait un sur la brèche dans les serveurs de Microsoft Exchange. Ça, d'ailleurs, c'est un de nos épisodes les plus téléchargés. C'est les chasseurs d'espions. C'est notre 2e épisode. Fait que si vous voulez pas écouter, allez écouter ça. Oui. On explique là, de long en large c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé avec ces serveurs-là. Mais en gros, pendant une période de temps, tous les méchants de la Terre avaient comme un gros aspirateur, puis ils vont aller chercher tous les courriels dans les serveurs Microsoft pour... Puis le rapport, là, il est dévastateur pour Microsoft. Là. Tu lis l'espèce de résumé, puis une ligne après l'autre, c'est Microsoft n'a pas fait ce qu'il fallait pour telle affaire. Microsoft n'a pas fait ce qu'il fallait pour telle affaire. Complètement ignoré les problèmes avec telle affaire. Tu sais, c'est comme, ils ont été assez brutales, mais en même temps, c'est ça que ça prend quand tu fais ce genre de travail-là. Ils ont été honnêtes et ils ont bien fait ça. Puis leur prochain, ce qui était un peu pressenti pour leur prochain travail, c'était sur les brèches un peu catastrophiques dans le système téléphonique américain, avec Salt Typhoon ou quelque chose Typhoon. Là. Beaucoup parlé, oui. Donc, c'est ça, parce qu'il y aurait comme des opérations de hacking dans les systèmes téléphoniques aux États-Unis, puis même aux dernières nouvelles, les autorités disaient, on pense qu'ils sont encore là, on n'a aucune idée, on peut pas réparer. En tout cas, c'était vraiment un gros problème. Puis là, ils s'attendaient à pouvoir regarder ça. Sauf que, ils ont tous été virés. Fait que tous les gens qui étaient membres du CSRB ont reçu une lettre pour leur dire ciao,
on n'a plus besoin de vous autres. Parce qu'on voulait éliminer le mauvais usage de ressources. Donc, puis ce qui est un peu triste, parce que c'était quand même un bel exemple, je trouve, de... En tout cas, c'était comme un... Tu sais, on est souvent critique, là, ça... Ouais. Ben, d'expertise commune à travers une nation qui protège. Puis, tu sais, dans le fond, les rapports servent à protéger d'autres entreprises qui servent ultimement à nous protéger tous plus entre nous. Puis, tu sais, sans téléphone, il y a quand même des implications là, de menaces étatiques là-dedans. Donc, c'est quand même inquiétant là, que tout d'un coup, il y a la notion de on arrête l'enquête, on arrête de regarder qu'est-ce qui se passe là-dessus, on fait pas de recommandations, on n'aide pas les grands géants de télécom à se sécuriser, on fait pas de partage d'informations, rien, merci, bonsoir, c'est fini. C'est quasiment c'est de laisser la porte ouverte en fait à ces menaces-là, puis de juste dire c'est ça. ah well, avec toutes les implications qui viennent avec ça. Je veux dire oh my god, ok, la sécurité nationale est pas un souci, I guess. Ben, probablement, tu sais, l'hypothèse, on verra, tu sais, l'avenir va nous le dire. C'est pas impossible que dans 2 semaines, 3 semaines, ils leur partent, mais juste avec des gens dont la loyauté est plus assurée que les personnes qui sont là maintenant. Tu sais, je pense que c'est probablement ça, mais en même temps, est-ce que ces gens-là vont avoir les coudées assez franches pour sortir un rapport comme celui qui tapait sur Microsoft? Peut-être pas, là. Peut-être que là, l'atmosphère, elle sera plus la même pour pouvoir aussi, critiquer aussi ouvertement puis dire les choses aussi franchement. Puis c'est un peu ça qui était quand même intéressant du CSRB, c'est que ben, quand il y avait des choses à dire, il le disait, puis ça permettait d'avoir je pense, une image, au moins d'obliger les entreprises à faire plus attention ou à au moins faire semblant de faire plus attention. Définitivement. Oh well. À suivre là-dessus, à voir qu'est-ce qui va se passer avec cette situation-là. Parlons de Trump, quoi qu'on préfère une émission complète sur toutes les décisions qui ont été prises dans les dernières semaines. Mais moi, des choses qui m'avaient choqué, le premier rang à l'inauguration, il y avait comme le club social complet des tech bros, genre, qui semblaient très heureux d'être aussi proches du nouveau président. Puis ça m'a fait penser à quel point est-ce que justement, ces gens-là sont riches à cause de nous tous, à cause de chaque seconde d'attention qu'on leur donne, chaque fois qu'on clique sur un lien, chaque contenu qu'on partage. Même si on n'achète pas directement des produits d'eux, le fait qu'on soit là, ce qui est vendu par Facebook puis tous les autres réseaux sociaux de ce monde, c'est notre attention. Et donc, je me suis mis à me questionner un peu sur la question de s'échapper de la Brolygarchy. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour justement pas financer, surtout si on n'est pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe moralement en ce moment aux États-Unis. Ma conclusion après des recherches, c'est qu'il n'y a pas tant d'options encore. Par contre, ça commence à se dessiner. Il y a clairement des joueurs qui commencent à se dire peut-être qu'il y a une opportunité de justement offrir une alternative à ces méga écosystèmes-là. Par contre, je vous confirme que c'est pas facile. J'ai essayé de convaincre là, bien de mes amis de quitter Meta, puis il n'y a pas grand monde qui m'ont suivi sur Signal en toute honnêteté jusqu'ici. Puis je reçois encore régulièrement des messages, mais ça me fait réaliser à quel point on est tellement juste switché sur ces plateformes-là, alors que dans les faits, les SMS étaient encore très pratiques, mais pourquoi est-ce qu'on se passe sur MSN à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on donne nos données à des compagnies alors qu'il y a des alternatives qu'on utilisait déjà au côté? Fait que, déjà pour le côté méta, déjà Facebook, c'est pas facile à remplacer. Il n'y a pas vraiment d'alternative concrète qui existe. Par contre, pour Instagram, j'ai trouvé BeReal, qui est quand même intéressant, qui est une compagnie française, qui se proposait un peu en alternative à l'ultra léché qu'on a sur Instagram. Tu sais, sur Instagram, il y a des filtres, tout est beau, tout est parfait. Puis BeReal arrivait un peu en opposition à ça, où est-ce que c'est du partage de photos. Sauf que tout le monde, en même temps, est prompté à prendre une photo, là, maintenant, de peu importe qu'est-ce qui se passe. C'est ta caméra avant puis arrière en même temps. Fait que si c'est avec des gens dans un show ou whatever, ce que tu prends en photo, c'est là puis t'as pas le temps de poser. Tu prends ta photo puis c'est partagé. Puis tu peux juste voir ce que tes amis ont partagé si toi-même t'as partagé quelque chose aujourd'hui. Je trouvais ça le fun comme concept puis peut-être que c'est quelque chose qui est une alternative intéressante à Instagram. Pour tout ce qui est, mettons qu'on veut quitter l'écosystème de Musk, donc Twitter, bien entendu, il y a Blue Sky dont on a fait une émission récemment et également Mastodon. À savoir, Blue Sky, en ce moment, il y a des belles alternatives parce qu'on sait que c'est un réseau qui est décentralisé, donc les gens peuvent créer des choses sur Blue Sky également.
Il y a Pink Sky qui a été créé sur justement l'infrastructure, qui propose un peu justement un feed de photos, donc qui vise un peu à remplacer Instagram. Mais il y a également un feed vidéo qui est en bêta test en ce moment. Je vous dirais, c'est sûr que l'algorithme n'est, disons, pas à la hauteur de ce que TikTok ou Instagram Reel propose, définitivement pas. Quoique, peut-être que le fait que ce soit pas un algorithme ultra addictif, c'est un point vendeur plutôt que non. Donc, à considérer dans la question. J'ai pas de solution, par contre, pour vous, pour tout ce qui concerne Amazon en soi, sachant que c'est eux qui proposent des solutions de serveurs à travers le monde, puis que d'échapper à tout ce qui est un serveur Amazon est probablement quasiment impossible. Par contre, de se désabonner de Prime, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Il y a plein de commerçants locaux qui offrent tout plein de produits super intéressants. Je sais qu'on a tous pris un peu la mauvaise habitude de commander Prime tout le temps, mais tu sais, la Hudson a des choses intéressantes, puis la livraison gratuite. Canadian Tire, Simons, Well, qui est une pharmacie en ligne. Il y a tout plein d'alternatives puis de commerces qui seraient probablement très heureux, en fait, de vous servir puis de vous offrir toutes ces gammes de produits-là qui se retrouvent de toute façon sur Amazon sans avoir à nécessairement financer un des hommes les plus riches de la planète qui fermait d'ailleurs tous ses entrepôts au Québec dernièrement pour ceux qui étaient pas au courant de cette nouvelle-là non plus. Ouais. Donc, il y a pas juste non plus qu'est-ce qui se passe aux États-Unis là, qui peuvent justifier de bouder un peu l'empire d'Amazon. Il y a également là, ce qu'on voit ici localement. Sinon, pour les courriels, malheureusement, j'ai pas d'alternative. Le CEO de Apple et le CEO de Google ont tous les deux envoyé un peu d'argent pour participer à l'inauguration. Donc, ça me pose un peu là, la question de qu'est-ce qui reste comme alternative? Je sais que dans le domaine de la cybersécurité, on était tous très fans de Proton comme écosystème. Par contre, récemment, il y a quand même des choses qui se passent qui me font douter que peut-être que c'est une alternative qui est intéressante à suivre là-dessus. Donc, malheureusement, si jamais vous avez des recommandations d'écosystèmes courriel, gestion de données comme ça, un peu à la Google, qui pourraient remplacer ces géants-là, ben vous êtes les bienvenus à nous écrire, à nous les proposer parce que je suis activement à la recherche d'une alternative. Au niveau du courriel, je sais qu'il y a, c'est quoi, c'était Tutanota, qui est comme un peu encrypté de bout en bout, un peu comme ProtonMail, fait que ça pourrait être une possibilité. Il y a aussi, je ne sais pas si tu as vu, une initiative, c'est un groupe qui s'est mis ensemble qui voulait ramasser de l'argent, c'est Free Our Feeds, pour faire un autre réseau social basé sur le AT protocole, donc le protocole de Blue Sky. Parce qu'ils disent, en ce moment, Blue Sky est pas, on peut le décentraliser, mais il l'est pas parce qu'il est tout seul sur son protocole. Donc, eux est en train de ramasser de l'argent pour justement faire une autre version, pour qu'il y ait comme un concurrent, mais sur le même protocole, donc ils pourraient se parler entre eux. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Puis il me semble que Blue Sky, leur protocole travaille aussi sur un genre de Instagram-like. En tout cas, fait que, il y a quand même des trucs qui existent. Le fait divers existe encore, Mastodon. D'ailleurs, cette semaine, on a pris la décision en équipe à Pivot que l'on s'ouvrait un compte sur Mastodon. Il y a eu de la réticence longtemps, mais là, on va le faire. Est-ce que Pivot est encore sur X? Non. On a, comme, je pense, barré notre compte. Oui. On l'a pas comme supprimé parce qu'on veut pas que le nom d'utilisateur soit comme récupéré par quelqu'un d'autre là, pour poster. Je sais pas moi si André Arthur au paradis reprend notre compte là, ça serait pas drôle. Donc il est encore là, mais on poste plus, on y va plus, tu sais, on s'en sert plus là, on est plus là. Okay. Et effectivement, moi non plus, X, c'est pas quelque chose sur lequel... Puis X, ça me rendait triste, c'était un de mes réseaux sociaux préférés préalablement, mais effectivement. Mais je vous dirais, le plus dur, en fait, de changer, c'est vraiment de convaincre les gens de changer en masse, parce qu'un réseau social où est-ce qu'il y a personne d'autre, c'est ce qui est dur à adopter, là, c'est que tu te connectes. Puis tu sais, je me souviens qu'à l'époque, Blue Sky, on avait eu justement des invitations, puis il y avait rien. Fait que tu sais, oui, on était dessus, puis oui, c'est une alternative qui a l'air cool, mais tu sais, à un moment donné, s'il n'y a pas de contenu à consommer, l'intention d'être sur un réseau social, c'est quand même de voir ce que les autres ont à dire. Mais dans ce network effect, faut que tu sais, en tout cas, je pense par exemple à l'écosystème de Meta, mais tout ce qui est petites annonces, c'est rendu tout là-dessus. Les journaux locaux en ont plus, là. Tu peux plus acheter, tu sais, même acheter un char usagé, là. Oui. C'est presque seulement là-dessus. Tu sais, il y a comme, ils ont réussi à se tailler un genre de monopole dans, tu
sais, pas juste le réseau social, mais aussi, c'est ça, la messagerie, les petites annonces. Mais ça, c'est surprenant qu'il ait réussi au Québec parce que Québec, c'est un des endroits dans le monde où est-ce que Kijiji était fort encore. Kijiji avait pas nécessairement marché beaucoup dans le monde, mais au Québec, c'était quand même un écosystème. Puis effectivement, tout a transigé vers Facebook rapidement, éventuellement. Peut-être qu'on peut revenir à nos sources, justement, puis trouver nos alternatives. Mais tu sais, je pense qu'on a quand même une responsabilité individuelle de faire le changement. On peut pas juste attendre que tout le monde le fasse avant nous non plus, qu'il faut être les gens qui lead puis qui fassent ces changements-là parce qu'effectivement, tu sais, je pense que veut pas, on vote avec nos dollars, on vote avec notre attention. Puis si on reste là-dessus, ben d'une certaine façon, on l'encourage. On dit que c'est pas grave puis que ça nous dérange pas. Oui. En même temps, tu sais, il y a nous, individuels, qui payent avec notre argent. Notre gouvernement aussi paye avec notre argent. Puis, tu sais, dans les dernières années, presque tous les services informatiques du gouvernement se sont transférés vers le cloud, vers l'info nuagique, ce qui veut dire sur des services de Amazon et autres, on leur donne des centaines de millions à chaque année pour ces contrats-là. Puis là, parce que 250 employés ont fait le péché capital de se syndiquer, l'entreprise décide... Bon, elle dit que c'est pas pour ça, là, mais écoute... Il fait de quoi que ça que doc? Ouais, genre, ouais. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on aurait pu espérer une réaction aussi peut-être un peu plus musclée de dire, ah oui, vous partez, vous mettez à la porte, je pense que ça fait, en tout, là, direct et indirect, c'est presque 3000 personnes qui perdent leur emploi. Mais c'est comme, d'accord, mais on va tout renégocier les contrats. Puis, en tout cas, en même temps, on est rendu prisonnier. Une fois que tu as transféré toutes tes données dans le cloud, c'est bien difficile d'en sortir, là, mais ce sera un sujet pour une autre fois. Je pense qu'on a un sujet là-dessus, par contre, sur justement, tu sais, le monopole des entités. Puis on l'a déjà abordé dans d'autres émissions, là, justement, entre autres, la fois où il y avait eu une brèche majeure sur les compagnies qui processent les paiements dans le système de santé américain, puis le fait que, justement, ces méga monopoles technologiques-là, il y a des enjeux là-dessus. Puis, oui, il y a des enjeux de sécurité, mais il y a des enjeux politiques, justement, qu'on perd un peu notre pouvoir de négociation. C'est juste un gros monolithe qui contrôle un peu tout. Donc, définitivement, je pense qu'on a des sujets pour d'autres épisodes là-dessus. Bref, sur ce, je vous souhaite, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, un petit peu en mode plus actualité nouvelle. Et si jamais vous avez aimé le balado, n'oubliez pas de nous aider à le faire connaître, d'en parler autour de vous, de nous donner les 5 étoiles sur peu importe la plateforme de votre choix. Et on s'abonne pour ne manquer aucun épisode. On remercie Jimmy Tante pour l'indicatif sonore et on vous dit à bientôt.